Bonjour les croque-livres, les croque-histoires, je suis Danielle et aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de Paul et Sophie dont je suis l'auteur. Ce texte est proche de l'original. 6 ouvrages suivront pour t'aider à devenir le meilleur chasseur de trésors. Dans le deuxième ouvrage, je t'indiquerai un lieu où, paraît-il, un trésor gaulois enfoui n'a pas été découvert. Le titre de ce premier ouvrage est La rencontre à Rosier-Côte-d'Orec. J'ai vécu les recherches pour écrire comme une aventure. J'ai découvert des trésors que j'avais sous les yeux et pourtant je ne les voyais pas. Néanmoins, dans ces histoires, j'ai laissé des énigmes, des trésors restent à découvrir. Si tu souhaites visiter ces lieux pour retrouver ce que j'ai laissé ou ce que j'ai oublié, voici ce que tu dois savoir. Des trésors, il y en a dans toute l'Europe et même dans le monde entier. Ces ouvrages vont te donner des pistes pour aiguiser ton œil afin de trouver ton trésor à toi. Pour cela, il te sera nécessaire d'apprendre à observer et regarder. Très important. Je sais que la période actuelle est un peu compliquée. Cependant, tu peux commencer à te renseigner, notamment sur Internet, pour te préparer à devenir le futur Indiana Jones, que tu sois une fille ou un garçon. Comme moi, téméraires aventuriers, entreprenez les plans de votre prochaine expédition. Et voilà ce qu'il est indispensable à savoir. Munis-toi d'une lampe torche. Et oui, les recoins des monuments ne sont pas toujours bien éclairés pour trouver les indices cachés. Un mètre ou un appareil à faisceau laser pour mesurer la distance entre les pierres et les monuments. Tout ça va te permettre de découvrir une géométrie bien connue en archéologie. Un appareil photo qui peut être ton téléphone portable, voilà, car parfois des détails nous échappent sur le moment. Comme ça, tu peux y revenir. Une boussole, car l'orientation des sculptures et des monuments est rarement due au hasard. Sur certains téléphones portables, on a l'application boussole, donc tu peux éventuellement l'installer. Et après, tu demandes à tes parents comment l'utiliser. Un piochon, un petit, il n'est pas question de démolir un château. Et puis, il faut respecter les propriétés privées. Cependant, il est utile, notamment pour savoir si une pierre qui est recouverte de mousse est bien une pierre à cupule. Il faut enlever la mousse pour ça. Donc, comme tu vois sur la photo, c'est une pierre qui a été creusée à son sommet. Ne t'inquiète pas, nous y reviendrons. Nous verrons les pierres à cupule dans d'autres ouvrages. Un carnet, une gomme, un crayon, pour prendre des notes, élaborer des schémas qui te permettront de reconstituer tes découvertes plus tard chez toi. Moi, ma gomme, elle est au bout du crayon. Ainsi, tu pourras collectionner dans ton classeur ou sur ton ordinateur tes expériences illustrées par tes photos. Évidemment, il te faut une paire de bottes. Si des pistes te conduisent dans les chemins, des prés ou des bois, il est agréable de ne pas avoir les pieds mouillés. Et il peut y avoir des serpents. Il est donc nécessaire de faire attention où tu mets les pieds et les mains. Munis-toi d'un bâton. Et oui, le bruit fait fuir les reptiles qui ont bien plus peur que nous. Tape sur le sol. Une bouteille d'eau utile pour la pause. Un sac pour ranger le tout. Et surtout, avant de partir, téléphone à la mairie ou à l'office du tourisme pour demander les heures et les jours d'ouverture des édifices et des châteaux, par exemple. Prévoir des cartes précises, des cartes et documents que tu peux imprimer déjà via Internet. Si, comme moi, tu rêves de découvrir un trésor, alors dès aujourd'hui, avec tes parents, tes amis, ton meilleur copain, ou si tu es une fille, ta meilleure copine, ou comme vous voulez, commence tes recherches et je suis certaine qu'une merveille oubliée sous la terre verra le jour. Elle sera le résultat de ton travail, de ta détermination. Il n'est pas obligatoire de venir en Auvergne pour s'intéresser à la période celtique. En effet, les Celtes vivaient pratiquement dans toute l'Europe. Alors, près de chez toi, il y a sûrement des monuments, des trésors à découvrir. Bien, on a fait le tour des choses essentielles. Alors, voilà la première
Histoire qui te permettra d'aiguiser ton œil pour devenir un aventurier averti. La rencontre à Rosier-Côte-d'Orec. Autrefois, dans le petit village de Rosier-Côte-d'Orec, vivait Marcelin Pic et sa femme Céline. Marcelin était cordonnier et Céline œuvrait dans la boutique où elle vendait la production de chaussures, les produits d'entretien et prenait les commandes. Monsieur Pic était toujours souriant, grand, il avait les épaules imposantes, les joues bien pleines et le ventre rebondi. Ses larges mains aux paumes épaisses se terminaient par de grands doigts agiles dans l'exercice de son métier. Marcelin était connu dans le monde entier pour fabriquer des escarpins, des bottes et tout autre soulier doué de légendaires pouvoirs magiques. Et oui, ses créations pouvaient entendre, parler, voir et imaginer d'incroyables pitéries. Les unes avaient un caractère agréable et sympathique, anticipant par exemple les maladresses qui auraient pu faire tomber leurs aimables possesseurs. D'autres étaient capricieuses et même parfois très méchantes. Il fallait s'attendre au pire, car elles pouvaient aller jusqu'à égarer les randonneurs sur des chemins inconnus ou s'agrandir, s'étirer démesurément. Il était alors difficile de les supporter aux pieds, ou bien rapetisser et devenir de la taille d'une fourmi. Parfois, certaines extrêmement taquines s'en mêlaient les lacets, tant et si bien qu'il était impossible de les dénouer. Et cela simplement pour faire enrager. Néanmoins, Marcelin Pic n'était pas responsable des humeurs de ses réalisations qui, dès qu'elles étaient chaussées, s'identifiaient spontanément au caractère du client. Les gentils repartaient avec des chaussures sympathiques et rieuses qui ne leur occasionnaient aucune complication. Tandis que les personnes méchantes chutaient, se tordaient les chevilles, se perdaient, emportées par leurs chaussures devenues diaboliques. Ces sournoises riaient en silence de la réussite de leur mauvais tour. Les hommes insensés avaient des pantoufles hagardes et leur esprit cotonneux brillait uniquement par la bêtise. Ces étranges chaussures prenaient vie dans l'atelier de Marcelin. C'était une grande pièce éclairée par une seule fenêtre qui donnait sur la rue. À l'intérieur étaient suspendus des morceaux de cuir de toutes couleurs dont l'odeur âcre imprégnait l'air jusque sur la place de la mairie. Sur son établi, il y avait des marteaux à rache-clous, différents types de pinces, des embauchoirs à chaussures en métal avec lesquels il mettait en forme ses ouvrages. Il possédait aussi des ciseaux et couteaux aiguisés finement pour découper le cuir d'après des gabarits en carton. Pour les finitions, il disposait de poinçons, qu'on appelle aussi les alènes, avec lesquels il perforait le cuir pour préparer les coutures et qu'il réalisait ensuite avec une aiguille et du fil. Évidemment, des fils de différentes teintes afin d'accorder au mieux la couleur du cuir à celle de la couture. Dans cette boutique, il y avait aussi une chaise, car Marcelin travaillait toujours assis. Il y avait un escabeau aussi pour accéder aux rayons les plus hauts. Céline accueillait les clients derrière un comptoir en chêne sur lequel restait en permanence le carnet de commande. Enfin, un poêle à bois en faïence bleue trônait au milieu de la pièce où il rougeoyait immodeste et ronronnait pendant les longs hivers auvergnats. En été, Marcelin aimait s'installer devant la boutique pour travailler les finitions à la main. Là, il respirait le bon air de la campagne, profitait de la clarté du soleil et de ses bienfaits. Il fabriquait une seule paire de chaussures par semaine. Alors, son carnet de commandes était toujours bien rempli. Des clients fortunés venaient d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et que sais-je, commandaient et attendaient patiemment que leurs chaussures soient finies. Tous ces clients irritaient les villageois qui, du coup, attendaient parfois plusieurs mois avant d'avoir ne serait-ce qu'une malheureuse paire de sandales. Cependant, la population profitait de ce va-et-vient devenu familier, car ils accueillaient les clients de Monsieur Pic dans leurs hôtels confortables et les restaurants comblaient leurs palais avec les bons plats de terroir. Il faut dire que lorsque les villageois râlaient, en attendant leurs chaussures, c'était plutôt pour la forme. « À quoi bon avoir un cordonnier dans le village ?» se plaignait-il en ajoutant. Néanmoins, Marcelin est un brave homme tout de même. Son talent attire chez nous des clients et ça fait travailler les gars du pays.
Cette année-là, après un hiver rigoureux, le village sortait satisfait de son engourdissement, accompagné par les joyeux gazouillis des oiseaux. Les bourgeons prospères se gonflaient jusqu'à libérer leurs premières feuilles. Dans les prés, les pissenlits, appelés barabans dans la région, hissaient leurs fleurs jaunes au cœur de leurs feuilles vert tendre. On aurait dit de loin des milliers de boutons jaunes, pièces d'or d'une richesse infinie, jetées à la volée par le printemps pour ensoleiller les prés et merveiller les regards. La douceur printanière avait également amené les fleurs d'aubépine à égayer les buissons comme des fées naturelles gracieuses et légères, tandis que les violettes montraient timidement leur corolle et exhalaient un parfum si doux. En ce début de printemps, Marcelin avait 70 ans et souhaitait arrêter l'exercice de son commerce. Durant toutes ces années d'activité, il n'avait pris que quelques semaines de vacances et maintenant Marcelin rêvait d'offrir à son épouse un beau voyage en Autriche, à Innsbruck, situé dans le Tyrol, le pays où les chevaux vivent en liberté. Ensuite, ils iraient à Vienne où ils poseraient définitivement leurs valises pour y passer une retraite bien méritée. Ah, il faut que je te dise, le vieux quartier du centre-ville de Vienne est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. Revenons à notre histoire. À Rosiers-Côte-d'Orec, ces derniers temps, Marcelin avait un peu de mal à s'endormir le soir. Il avait tant de choses à penser avant le départ. Un matin, alors que le coq du voisin venait d'annoncer le lever du jour, Marcelin décidait de réaliser pour lui et son épouse ses dernières paires de chaussures. Pour en assurer la perfection, il en concevrait une paire pour chacun d'eux afin de pouvoir ensuite y apporter des ajustements si cela était nécessaire. Dès que leurs premières chaussures seraient terminées, il ferait une reine de sa douce Céline et l'emmènerait à Innsbruck à bord de l'Orient Express. Puis ils iraient à Vienne, son rêve si souvent évoqué. Marcelin avait mis 2 bonnes journées pour en concevoir, dessiner le modèle. Ensuite, il œuvrait toute une semaine, du matin jusqu'au soir, et réalisait, comme prévu, un seul bottillon pour lui et un seul bottillon pour son épouse. Enfin, le vendredi soir, heureux d'avoir fini, il déposait sur la table de la cuisine la chaussure de Céline et la sienne. Aussitôt enchantée par le travail de Marcelin, Céline enfilait la bottine qui lui allait à merveille. La sienne lui convenait également, alors tout allait bien. Demain, dit Marcelin, j'entreprendrai la fabrication de notre 2e chaussure pour chacun de nous. Merci, mon tendre époux, je suis heureuse et fière de toi, lui répondit Céline en l'embrassant sur le front. Marcelin, ému, rougissait légèrement, puis un peu plus tard dans la soirée, il s'endormait des rêves plein la tête. Pendant la nuit, dans l'atelier de Marcelin, un étrange complot se tramait. « Sophie, tu as entendu les propos de Marcelin? Il veut aller au Tyrol, lança Paul. « Oui, j'ai entendu. Il nous faut fuir et voyager sans eux. Qu'en penses-tu » ? Excellente idée, Sophie. Mais avant, je voulais te demander... Et là, Paul se mit à bégayer. Voudrais-tu m'épouser ? Oui, bien sûr, répondit Sophie, battant d'une semelle joyeuse. Demain, nous partirons au lever du jour et nous irons demander à Chanoine de nous marier. Ainsi, le lendemain, au lever du jour, Paul et Sophie, lacets tendrement enlacés, prenaient la route. Ils se réfugiaient chez Chanoine et ses aides, Sourisette et Bidoucha, dans le presbytère de l'église Saint-Blaise. Cette église était située dans le centre du village et ils y étaient fort bien accueillis. Dans cet endroit chaleureux, la cloche paroissiale carillonnait toutes les heures, rythmant ainsi la vie des habitants.
Chanoine était fier d'exercer dans cette église édifiée au XIe et XIIe siècle. Alors, naturellement, il entreprenait de raconter à nos amis les murs anciens qui, à Rosier-Côte-d'Orec, murmuraient de drôles d'histoires quand même. Savez-vous ce que signifie Blaise en breton? Questionna Chanoine. Non, répondit Paul ahuri. Ce mot a des origines celtiques et signifie loup, dit Chanoine. Ah, loup? Drôle de nom pour une église, dit Paul. Blaise en argot signifie né, lança Sophie, heureuse de sa trouvaille. Oui, c'est vrai, confirma Paul. J'ai entendu Marcelin crier « Aïe, 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 mon Blaise !» lequel venait de heurter l'encadrement d'une porte. « Soyez sérieux, reprit Chanoine. Regardez plutôt cet édifice. Dans cet endroit, les sculptures de loups y sont largement présentes, notamment sous forme de 2 têtes sculptées en bas de chaque côté du portail d'entrée. Venez voir, en bas là, regardez, là, en bas. Ça alors, c'est incroyable, des sculptures de têtes de loup, dit Paul. Et puis, reprit Chanoine, regardez aussi les chapiteaux. Celui-ci, là, dans le chœur, représente le dieu du marteau. Il s'appelait alors Sucélos, celui qui frappe fort. Il était un dieu des druides. Ce dieu appelé aussi le dieu au maillet. Il était une divinité de la nature, protecteur des forêts. À ses pieds, regardez au pied de la sculpture, il y a un arbre en forme de Y. Cette lettre symbolise l'arbre de vie. Dis, Chanoine, tu peux me dire pour quelle raison un dieu celtique, il y a un dieu celtique dans cette église? Bredouilla Paul. Chanoine ignora sa question. Ne connaissait-il pas la réponse? Nous n'en savons rien. Dans ce chapiteau-là, reprit Chanoine, montre un loup approchant la tête d'un homme. Et il y en a un autre qui représente un loup qui dévore la tête d'un homme. Allez, cherchez-la. Il faut que je dise, moi je l'ai trouvé. Cependant, pas facilement. Si tu la trouves, tu m'envoies une photo. Hein. Reprenons notre histoire. Oh là là, eh bien, c'est incroyable, Chanoine, s'étonna Sophie. Nous chercherons plus tard, je ne la trouve pas. Tu entends, ils ne l'ont pas trouvée. Bon, d'accord, admit Chanoine. Allez, maintenant, allons voir à l'extérieur. Au même moment, dehors, à l'horizon, le soleil flébardait. Marcelin finissait de déguster le copieux petit déjeuner préparé par Céline depuis 45 ans avec amour. Puis, impatient de finir son travail, il se rendait à son atelier situé à l'arrière-boutique au rez-de-chaussée de leur habitation. Céline nettoyait la table. Soudain, elle fut surprise d'entendre Marcelin arriver à grand bruit. Lorsqu'il ouvrait la porte, comme un fou, devant son air effaré, Céline laissait échapper le bol qu'elle tenait à la main et restait bouche bée. « Céline, Céline !» criait-il, effondré, ignorant le bol en miettes sur le plancher. « Nos chaussures ont disparu, gémit-il, en se laissant tomber sur la chaise. « Que s'est-il passé? Ce n'est pas possible, dit Céline, les larmes aux yeux. Bah, répondit Marcelin déçu, j'aurais dû m'en douter, les chaussures que je fabrique ressemblent aux futurs propriétaires. Et comme nous avions prévu de voyager, elles auront pris la poudre d'escampette. Sans nous. Si j'en fabrique une autre paire, nous aurons le même problème. Nous ne pourrons jamais partir. Nous devons donc en acheter une paire chez Marturin, le cordonnier de Saint-Bonnet-le-Château. Comme cela, ma Céline, nous aurons la certitude que nos chaussures ne seront pas magiques. Mon Marcelin, c'est un comble, et comme dit le proverbe, hein, c'est le chausseur le plus mal chaussé. Céline se mit à rire. Mais tu as raison, nous serons bien plus tranquilles.
C'est ainsi que Marcelin et Céline achetaient 2 belles paires de chaussures de randonnée confortables et solides en bon cuir et semelles de caoutchouc. 2 semaines plus tard, ils prenaient un taxi jusqu'à Saint-Étienne, le train jusqu'à Paris et malgré la fatigue après 6 heures de voyage, émerveillement de Céline. Le magnifique train reliant Paris à Istanbul en Turquie via diverses grandes villes était là dans la gare. Et oui, l'Orient Express, 2 jours plus tard, les déposait à Innsbruck. Après quelques jours de repos, ils partaient pour Vienne, puis un soir, ils mettaient leurs plus beaux vêtements pour aller à un concert dont les musiciens interprétaient des partitions du répertoire de Johann Strauss. Ils auraient bien aimé danser, mais ce n'était pas autorisé dans la salle de spectacle. Alors, ils dodenaient de la tête au rythme des musiques qui déjà les emportaient dans d'autres voyages. Ensuite, ils avaient tout le loisir de visiter les vieux quartiers de Vienne et ils réalisaient leur rêve, rendre visite à leurs nombreux ex-clients qui, dans ce secteur, étaient très nombreux. Un cordonnier magicien était un personnage extraordinaire et tous lui accordaient une véritable admiration et peut-être un peu de crainte. C'était étrange, les chaussures fabriquées par Marcelin changeaient sur le champ. Toutes devenaient adorables. Marcelin ne pouvait donner aucune explication à ce fait. Et au fil des villes et villages, les gens se contentaient de dire « Ah, les bougresses, elles se tiennent tranquilles lorsque vous êtes là, Marcelin ». Avant de partir de Rosier-Cauderec, ils avaient promis d'envoyer de temps en temps une carte postale à Madame Cornu, l'épicière du village, qui en retour s'était engagée à transmettre les nouvelles à tout le village. Mais au fait, que devenaient les tourtereaux Paul et Sophie? À Rosier-Cauderec, Paul et Sophie préparaient certainement leur mariage, en compagnie de Bidouchot, Sourisette et Chanoine. Mais voilà, c'est une autre histoire, la prochaine. Si tu veux devenir un aventurier, voici ta mission en attendant la prochaine vidéo. Trouve le lieu qui te convient pour ta future expédition. En fonction du trésor que tu souhaites découvrir et essaie de te procurer le matériel cité en début de vidéo. Si tu as aimé cette histoire, partage-la avec tes amis qui eux aussi peut-être veulent devenir comme Indiana Jones. Et si tu as des projets d'aventure, tu peux m'écrire sur Facebook, livre audio Daniel Béal et me raconter tes projets. Bye bye les croque-livres et les croque-histoires.